Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. La Louisiane, État du sud des États-Unis, où le fleuve Mississippi termine sa course, étalant ses méandres en un immense delta, formé des alluvions qu'il charrie jusqu'à l'embouchure du golfe du Mexique. C'est ici le territoire des marais, les bayous, où terre et eau stagnante se mêlent sur une superficie grande comme un quart de la France, composant un écosystème d'une richesse exceptionnelle et la zone de pêche la plus prolifique des États-Unis. La région, déjà soumise aux ouragans saisonniers et aux crues du Mississippi, fait désormais face à un autre phénomène. Le sol s'enfonce peu à peu. Les causes sont essentiellement humaines. Barrages, digues, canaux et drainage des marais bloquent les alluvions qui consolidaient la terre. On estime que l'équivalent d'un terrain de football disparaît toutes les heures. À ce rythme, la Louisiane aura perdu 30% de son territoire avant la fin du siècle. Comment habite-t-on une terre qui disparaît à une telle allure ? À 2 heures de route au sud de la Nouvelle-Orléans, j'entre dans le bayou de Pointe-aux-Chiens. Réputé pour regorger de crabes, de crevettes et d'huîtres, c'est aussi une des zones les plus exposées aux tempêtes et aux inondations. Dwayne est capitaine de bateau sur le Mississippi et passe tout son temps libre à pêcher dans les marécages. J'ai l'impression qu'ici, dans le bayou, la manière d'habiter, elle est intimement liée à la nature. Ici, on a beaucoup de liberté. Je me réveille le matin quand c'est la saison. Je vais pêcher la crevette. Ce matin, je me suis réveillé à 4 heures. Je suis allé à la pêche au crabe. Tu vois ce qui nous entoure? Tout est là. Il y a tout ce que tu veux. C'est un peu comme un enfant avec un nouveau jouet. Ça fait 30 ans que je fais ça. J'aime ça et j'espère pouvoir le faire encore quelques années. Il y en a qui ont les pinces bleues et il y en a qui ont les pinces rouges. J'ai attrapé toute une équipe là. Allez les gars! Il pince fort, hein. Si tu cherches du travail, tu peux revenir me voir. Ici, il y a beaucoup de crabes. Avant, il y avait beaucoup plus de crabes ici. Maintenant, il y a des jours meilleurs que d'autres. Qu'est-ce qui a changé? L'eau salée qui vient du large. Je crois que ça tue la végétation et les crabes qui sont là. Il y a aussi les ouragans, les inondations, la saison des tempêtes la moitié de l'année. On a parfois 2 ou 3 ouragans par an. La maison de Dwayne a été détruite 3 fois par les ouragans. Plutôt que de partir, lui et son épouse Sherry ont décidé de rester là et de reconstruire. Je me rends à Pointe-aux-Chênes, un village juste à côté, pour voir à quoi ressemble leur nouvelle maison. Vous allez bien? Ça va bien. Ouais. Elle est vraiment magnifique, hein, votre maison. Quand est-ce que vous l'avez construite? On l'a construite il y a environ 25 ans. Mais nous avons eu 3 ouragans qui ont inondé la maison. J'ai perdu ma maison à 3 reprises. Donc la première fois, l'eau est montée jusqu'à cette hauteur? Non, à l'origine, la maison était posée sur une dalle de ciment. C'était une maison en briques. Et au premier ouragan, nous avons eu environ 7 cm d'eau. Ah oui. Nous avons dû couper l'intérieur des murs sur 90 cm. 90 cm. Et nous avons changé toute l'isolation. Puis il y a eu une autre tempête quelques années plus tard et là j'ai eu 30 cm d'eau. Nous avons dû couper les murs à nouveau, retirer toute l'isolation.
La troisième fois, nous avons eu 1,20 m d'eau. Et là, c'était trop. J'étais prête à partir, mais avec les nouvelles directives des assurances pour avoir l'électricité, il fallait être à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pour ça que ma maison est maintenant à 3 mètres de haut. Je suis impressionné là par le nombre de pilotis qu'il y a dans votre maison et puis aussi par leur épaisseur. Ils sont beaucoup plus gros que ceux des maisons voisines. J'étais inquiète qu'un ouragan ou une tempête arrive et que le vent secoue la maison dans tous les sens. Nous avons donc dépensé plus d'argent pour mettre des piliers de 30 par 30 cm. Il y en a 76 sous cette maison et elle n'ira nulle part. Elle ne tremble pas, elle ne bouge pas d'un poil. Bienvenue, Philippe. Merci. Tout ça, là, c'est votre mari qui l'a fait? Du sang, de la sueur et des larmes. J'imagine, hein? OK, où est-ce qu'on va? Là? Ouais. Mais malgré toutes ces catastrophes, vous avez quand même décidé de rester ici. Au début, j'étais malheureuse et j'ai écrit « à vendre » avec une bombe de peinture. Mais qui irait acheter une maison avec 1,20 m d'eau à l'intérieur? Mon mari n'est pas charpentier. Il est capitaine sur un bateau, mais il est très bricoleur et nous avons reconstruit notre maison. Ça nous a pris 3 ans, alors qu'il travaille 7 jours sur 7 sur le remorqueur. Mais nous avons réussi à le faire et j'adore ma maison. Je ne l'échangerai contre aucune autre. Il a fallu 2 jours pour faire sortir l'eau de la maison avant de pouvoir commencer à nettoyer. Et là, vous pouvez voir cet énorme tas, ce sont toutes nos affaires dans le jardin. Et quand vous êtes revenu, tout était dévasté. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je voulais partir, je ne voulais pas rester. Donc nous sommes allés vivre pendant plusieurs mois chez ma mère avant de revenir ici. Mais les gens n'étaient pas aussi amicaux en ville comparés à ici. Nous avions besoin de rentrer à la maison et nous avons donc décidé de surélever. Le fait que tout soit surélevé ici, les maisons, mais aussi les bâtiments publics, les églises, est-ce que vous pensez que ça donne une nouvelle identité architecturale au Bayou? Oui, c'est tout simplement notre mode de vie. Personne ne voulait réellement partir, mais on savait que si on voulait rester ensemble en tant que famille, dans cette communauté, c'était ce que nous devions faire. J'étais totalement contre l'idée de surélever, mais maintenant que je vis en hauteur, j'aime ça. C'est devenu notre identité désormais. Si tu veux vivre dans le Bayou, tu dois vivre en hauteur. En surélevant sa maison, Sherry la protège des inondations. Mais cette solution me paraît temporaire. Que fera-t-elle dans quelques décennies quand l'eau restera en permanence au pied des pilotis? Pour prévenir cette situation, les résidents du district de Bayou-la-Fourche, situé plus à l'est, ont opté pour une solution radicale. Poser de grandes digues tout autour d'eux sur une circonférence de 80 km. Wendell Currell est responsable de tout le système. Ah! Là, on est en plein sur la digue et on voit les 2 côtés. À l'intérieur des digues, depuis que le système est bouclé, nous n'avons pas été inondés. Les gens ne sont pas obligés de surélever. À l'extérieur des digues, vous devez construire avec l'idée que l'eau va envahir votre propriété un jour ou l'autre. Si vous construisez en hauteur et que l'eau vient dans votre jardin, c'est un désagrément. Mais de l'eau dans votre maison, c'est un désastre. Les gens qui restent vivent avec le risque de l'eau, mais ils aiment leur mode de vie. Mais ceux qui sont partis habiter plus loin reviennent régulièrement pour profiter de la qualité de vie du Bayou. Mais avant, tous les gens qui habitaient dans le Bayou avaient des maisons comme celle-ci. Non, les maisons n'étaient pas construites comme ça. En fait, elles étaient sur une crête qui était déjà haute. Elles étaient posées dessus. Mais quand les crêtes se sont affaissées, ils ont commencé à surélever, mais pas aussi haut que ces maisons-là, qui sont en dehors de la digue et qui doivent être plus élevées. On a toujours plus ou moins surélevé, mais maintenant que la terre s'enfonce de plus en plus, on construit de plus en plus haut.
En barrant le fleuve, on a engendré des changements géologiques extrêmement forts et rapides. Et notre terre, qui était il y a quelques années encore au-dessus du niveau de la mer, est maintenant en dessous. Ce phénomène d'affaissement du sol s'explique par la conjonction de facteurs essentiellement humains. L'exploitation souterraine des hydrocarbures par les compagnies pétrolières, mais aussi la multiplication de barrages, digues et canaux en amont du delta du Mississippi, empêche le fleuve de charrier les sédiments qui maintenaient naturellement le niveau des sols. Ici, on est à 2,50 m sous le niveau de la mer. Et de ce côté, à l'intérieur, on est presque à 50 cm au-dessus du niveau de la mer. D'accord. Cette digue, elle a été construite quand? Ça a commencé en 1976 et nous avons terminé la boucle en 1993. Et depuis lors, nous avons augmenté la hauteur et fait des améliorations. Nous avons été inondés en 85, mais depuis que nous avons clos le système, nous n'avons pas été inondés. Et elle va de où à où? Elle va de La Rose à Golden Meadow, 4 communes, environ 27 000 habitants. Juste à côté, à Leeville, il n'y a pas de digue. Et à cause de l'affaissement, Leeville n'existe plus. Avec la montée des eaux, il est devenu nécessaire de construire des digues. Et ça va continuer. Les gens vont construire des digues ou partir. Mais qu'est-ce qui explique que d'un côté l'eau monte et que de l'autre côté la terre s'affaisse? En fait, la plateforme tout entière est en train de couler, des deux côtés. Au cours des 20 dernières années, on a perdu 1,20 m, 90 cm par affaissement du sol et 30 cm dû à la montée des eaux. Nous perdons de la terre encore plus vite que l'eau ne monte et les deux combinés, c'est un problème très grave. Contre les inondations, vous construisez des digues, mais pour la terre qui s'affaisse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut juste faire avec. On sait que la terre coule, rien n'est éternel. Tant que ça a un sens de vivre ici, nous continuerons d'y vivre. Nous nous sommes toujours déplacés et arrivera un jour où nous nous déplacerons encore. Windell me semble très pragmatique. Pour lui, il s'agit de tenir tant qu'il reste une parcelle de terre et d'élever des murs pour la protéger. Mais quel sens cela a-t-il pour les habitants? Nick est pêcheur d'huîtres. Il vit à l'intérieur du système de digue. En fait, on est dans une cuvette. Les digues nous encerclent complètement. Ça empêche l'eau de rentrer. C'est notre protection contre les ouragans. Enfin, a priori. Bonjour. Hey chérie, comment ça va? Ça va? Je suis Philippe. C'est Philippe. Bonjour, Laurie. Enchanté. C'est étonnant, vous êtes du bon côté de la digue, mais vous avez quand même surélevé votre maison. Oui, on l'a fait parce que la digue nous protège la plupart du temps. Mais pas des gros ouragans. Quand même, la digue me rassure. Qu'est-ce qui peut vous protéger de Katrina? Rien. Je ne reste pas Oui. parce qu'on ne sait jamais où ça va frapper. Donc vous, à chaque fois qu'il y a une tempête ou un ouragan, vous partez. Je vais chez ma mère. Elle habite dans le nord du Texas. Je vais suffisamment loin. Ouais. C'est ça, c'est quand même à des centaines de kilomètres. Et Nick, vous partez pas, vous restez là. Non, je reste ici. On doit s'occuper des bateaux et des maisons qu'on possède dans la famille. On a trop de choses à perdre. Et pour le business des huîtres, les ouragans sont les bienvenus. J'adore les ouragans, parce qu'ils vont peut-être tuer 30% de mes huîtres, mais ensuite ils vont provoquer la naissance de 1000 fois plus d'huîtres. Mais est-ce que s'il y a une inondation, vous pouvez transporter votre maison ailleurs? La bouger maintenant coûterait très cher, mais c'est possible. Je pense que si on la transportait, on le ferait par bateau. J'ai trouvé cette maison pas loin d'ici, à une trentaine de kilomètres, et je l'ai achetée. C'était une vieille maison habitée par un vieux monsieur et une vieille dame. C'était une cabane de chasse. Cette partie était une grange. On a mis du cèdre sur l'extérieur parce que c'est naturel, ça dure longtemps et ça demande peu d'entretien. Et voilà.
Quand je vois cette maison, moi, elle me paraît si légère et juste posée comme ça sur des piliers. C'est comme si, finalement, on avait décidé que la nature était la plus forte et que c'était pas possible de rivaliser avec elle. Oui, en effet, c'est imprévisible. C'est Mère Nature qui décide de toute manière. Dans les années 1930, si les gens avaient été malins, ils auraient laissé la rivière se jeter dans le bayou Lafourche. La terre serait toujours en train de se former et nous habiterions dans des maisons-bateaux qui monteraient et descendraient avec les marées. C'est là, je pense, que les ingénieurs et le gouvernement ont commis une erreur ici, près de la côte. Depuis tout petit, j'ai toujours dit, pourquoi on ne vit pas au bord du bayou? Avant, c'est là que tout le monde vivait. Que reste-t-il du bayou? J'ai le sentiment qu'avec la disparition des marais, les habitants évoquent un paysage qui n'existe plus vraiment. En remontant des dizaines de kilomètres au nord, à Grand Bayou Noir, j'apprends l'existence d'un bayou préservé, reconnu comme une réserve naturelle protégée. Pershing est né et a grandi là, héritant de la richesse culturelle que ses ancêtres cajuns ont développée en harmonie avec le marais. Les Cajuns étaient francophones et venaient d'Acadie, au Canada, dont ils furent chassés par les Britanniques en 1755, avant de trouver refuge en Louisiane, alors possession française. Tout le delta du Mississippi ressemblait à ça? Je pense que ça ressemblait à ça au naturel, avant l'arrivée des Blancs. Et quand les Indiens vivaient ici, il n'y avait pas de digue le long de la rivière. Chaque printemps, depuis des milliers d'années, la rivière débordait et ça amenait de la terre. C'est comme ça que s'est créée toute cette région du delta. Qui étaient les premiers habitants du bayou et comment est-ce qu'ils vivaient? Les premiers habitants étaient des Amérindiens, des natifs. C'était les premiers. Et puis, ils se sont métissés avec les Cajuns quand ils sont arrivés. En fait, les Cajuns ont beaucoup appris grâce à eux sur la manière de subsister. Ceux qui sont arrivés ici étaient des pêcheurs. Ils pouvaient vivre du bayou. Et quand ces deux populations se sont mélangées, dans quel type d'habitat ont-elles vécu? Je pense que l'une des différences entre ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits en Amérique et ici, c'est qu'ils ont dû surélever les structures pour deux raisons. Les inondations, qui étaient nombreuses, et avec les inondations, il y avait des serpents et d'autres animaux. Donc ils devaient surélever les maisons pour s'en protéger, mais cela leur permettait aussi de rester au frais. Et vous verrez que les structures les plus modestes ou les plus anciennes datant de 1900 étaient toutes construites avec des cyprès. Même les demeures cossues avaient des caractéristiques similaires. Ils pouvaient vivre de la terre parce qu'il y avait une énorme biodiversité. Le bayou est en train de disparaître et c'est une véritable catastrophe. En même temps, j'ai vu une formidable énergie chez les habitants. Est-ce que vous pensez qu'ils ont la capacité de réinventer leur manière de vivre, leur manière d'habiter? Le problème avec ça, c'est que si un jour un ouragan nous frappe directement et finit par détruire la Terre ou faire disparaître des endroits comme l'île Jean-Charles, ça pourrait définitivement faire partir les gens d'ici. Mais la culture se déplace, tu vois. C'est une culture que les gens adorent, elle ne se perdra pas. On perdra peut-être la terre, mais pas la culture. L'île Jean-Charles évoquée par Pershing se trouve à l'extrême sud de la Louisiane. La situation y est devenue critique. L'île a perdu près de la moitié de sa surface ces 15 dernières années. Pour la communauté amérindienne qui vit ici, ce n'est pas seulement la terre, mais aussi la culture qui est en sursis. Qui sont les habitants de cette île? Pour la plupart, ce sont des Chitimachi et des Chactas, des Américains natifs. Certains de mes ancêtres ont épousé des Français qui venaient du Canada, et donc je ne suis pas complètement indienne. Ça veut dire que vous parlez français?
Oui, je parle bien français. Et donc, est-ce que tout le monde le parle ici? Les anciens le parlent toujours. Certains qui ont la trentaine ou la quarantaine le parlent aussi, mais les jeunes, ceux qui vont à l'école maintenant, non. Je suis très frappé ici par la hauteur des maisons. Elles sont à quoi? À 3 ou 4 mètres de haut? Cette maison ici. Cette maison est à 4,50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avant, il y avait des îles qui faisaient barrière dans le golfe. Et elles contribuaient beaucoup à protéger cette terre et nos maisons. Mais elles ont toutes souffert de l'érosion. Et il n'y en a plus. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus exposé qu'avant? Vraiment. Oui, je trouve. Beaucoup. 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 Ah bon, beaucoup. Mais alors, pourquoi? Il ne reste rien. On ne nous a pas construit de digue autour de l'île. Cela coûtait trop cher. Et là, c'est vrai que quand on regarde, là, il y a vraiment plus rien. Il y a plus de terre, il n'y a plus d'arbres, et on voit que l'eau gagne du terrain. Oui. Oh oui. Il y avait beaucoup plus de choses que maintenant. Avant, il y avait de la terre là et on pêchait de l'autre côté. Et maintenant, elle n'est plus là. Je peux concevoir que mon quartier change, que ma ville change, mais la terre sur laquelle je vis, je n'imagine pas du tout qu'elle puisse disparaître totalement. Est-ce que vous imaginez partir d'ici? On en est là. On le sait tous. On doit s'y préparer, je suppose. Beaucoup sont déjà partis, au risque de voir la communauté se disperser. Le chef Albert tente de convaincre les derniers habitants qu'il est temps de quitter l'île. Vous pensez que votre communauté, elle peut continuer à exister ailleurs? Si on arrive à réunir tous ceux qui ont quitté cette île et tous ceux qui vont la quitter, et si on parvient à se retrouver tous quelque part, notre communauté survivra. Pour nos enfants, ce sera là leur maison. Comme cette île est notre maison, ce sera juste un endroit différent, une nouvelle génération. Mais nous pourrons raconter à nos enfants qu'ici c'était le paradis, car ça l'était. Nous y étions libres, cette île était à nous. Je retrouve Nick sur son bateau pour une dernière balade. Envahi par la mer, le bayou offre un visage paradoxal. Plein de force et de vie, alors même que tout ce qui faisait sa richesse s'efface chaque jour un peu plus. Avant, tout ça, c'était de la terre. Quand j'avais 5 ans, mon père plongeait et moi, j'étais trop petit. Mais je pouvais faire le tour en passant par la terre. J'ai passé toute ma vie sur ce bateau. En grandissant, je n'attendais que ça de devenir un pêcheur d'huîtres. L'an prochain, ce bout de terre-là aussi aura disparu. En vous écoutant, je me dis que vous avez une relation très forte, presque intime avec ce territoire. J'aime cette terre. J'aimerais pouvoir la faire réapparaître. J'aimerais qu'on ne la perde pas. Je veux dire, c'est... Que va-t-on faire dans 100 ans? Que vont faire mes petits-enfants? Ils ne croiront jamais que les histoires que je leur raconte sont vraies, parce qu'il n'y aura plus de terre pour le prouver. Je vous ai emmené sur ces canaux, parce que je voulais vous montrer tous les arbres. Mais il n'y en a plus. Tout a disparu. Presque plus. Alors oui, j'ai un lien très fort avec la terre.
Je suis pas indien, mais je me sens comme un indien. J'aime la terre, la mer, l'air. Je trouve que les gens devraient la respecter et l'aimer, et nous en aurions peut-être plus. Au moment de quitter le bayou, je suis frappé par la résilience des habitants, par leur capacité à surmonter une situation extrême. La destruction progressive de leurs terres n'est pas venue à bout de leur volonté de vivre ici et a renforcé leur sentiment d'appartenir à une même communauté. Hey, il essaye de pas voir celui-là. Il passe fort, hein. Ah, même avec les gants. Hey! Tu veux pas descendre? Descends, mon doigt.